Bonsoir, nous sommes le jeudi 15 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Les audits de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines révèlent de graves dysfonctionnements. C'est en substance la conclusion présentée par la nouvelle majorité cette semaine. L'opposition de gauche s'en défend. Le point en plateau avec le premier vice-président en charge de l'économie à la Casquille, Jean-Michel Fourgousse, et le président de Promopol, pépinière d'entreprise, Othman Nasrou. Le candidat tête de liste du Front de gauche en Ile-de-France, Pierre Laurent, était à l'université aujourd'hui pour évoquer son programme. Le Front de gauche crédité d'un peu moins de 10% des intentions de vote dans les sondages. Et puis la guerre des multiplexes se poursuit dans le département. Maurepas, Coignères, Le Chesnay, Versailles, Plaisir. Les projets se multiplient, de quoi inquiéter les salles existantes qui n'hésitent pas à déposer de nombreux recours. Et nous débutons donc cette polémique autour des finances de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La majorité a tenu mardi une conférence de presse pour évoquer les audits commandés sur la gestion de la précédente équipe et les accusations portées sont lourdes. Bonsoir Jean-Michel Fourgousse, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, maire Les Républicains d'Elancourt. Et bonsoir Othman Nasrou, président du conseil d'administration de Promopol, pépinière d'entreprise et également chef de file Les Républicains de l'opposition à Trappes. Bonsoir également à vous, Wilfried. Vous nous avez rejoints pour cette séquence et c'est avec vous que nous débutons. Bonsoir Florane, bonsoir messieurs. Une première précision en introduction tout de même pour les téléspectateurs puisque nous avons convié sur ce plateau Sandrine Grand-Gambe, la responsable de l'opposition socialiste à l'agglomération, la responsable du PS dans les Yvelines. Elle n'a pas souhaité participer. Son explication, la voici, résumée en un tweet posté ce matin. On me somme de débattre sur des documents que je n'ai pas. Et elle a ensuite ajouté, le débat c'est arme égale, sinon c'est une tribune pour manipulateurs et menteurs. Le ton est donné, bien évidemment. Ma première question est pour vous, Jean-Michel Fourgousse. Ces différents documents que vous évoquez, ces audits, sont-elles publics et, en tout cas, vont-ils être communiqués, ces différents résultats, à Sandrine Grand-Gambe, à l'opposition aujourd'hui socialiste ? Écoutez, d'abord, les documents dont nous parlons sont des documents publics que Mme Grand-Gambe connaît très bien, pour l'essentiel. Je veux dire qu'il n'y a pas de surprise. Voilà. Alors, donc, en fait, la réponse de Mme Grand-Gambe, bon, voilà, elle refuse, elle trouve des subterfuges pour éviter de rendre des comptes après 42 ans d'abus dans cette intercommunalité. Où ils ont bloqué toute démocratie, puisqu'il n'y a pas eu d'alternance pendant 42 ans. Ça, c'est le jeu des élections aussi. Hein. Non, justement, le jeu des élections, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait une élection. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'alternance ? Ça veut dire que les élections ont été pipées quelque part. Ça veut dire que quand vous avez une armée, vous entretenez une armée de près de 100 personnes, entre la Casquille, les satellites et les associations, forcément, comment voulez-vous... Donc vous êtes en train de dire que les votes ont été achetés. Donc là, on sort même du cadre des audits sur des accusations encore plus lourdes. Non, mais elle n'est pas sur des mots... nous voilà... j'essaie d'être clair et tout à fait transparent sur ce que vous dites. On se contente de constater que voilà, vous avez des recrutements qui ne respectent pas le principe de... Il y a des recrutements, il y a des gens très compétents, là, mais vous en avez pour 20%. Ce sont des gens qui sont rentrés sur d'autres critères que la compétence. C'est soit la proximité politique, soit l'être le fils de, la sœur, le cousin, la belle-fille, le beau-fils. Voilà. Je pense que ce n'est pas conforme à l'esprit républicain, ce n'est pas conforme à l'éthique, ce n'est pas conforme. Et puis, recruter des gens, les promouvoir ou les former sur d'autres critères que le mérite, les résultats ou l'effort, c'est inacceptable. Et ça met un très mauvais climat dans la Casquille, parce que les gens voient, 80% des gens voient des gens qui arrivent, on ne comprend pas pourquoi, ils ont des promotions, on ne comprend pas pourquoi, des avantages. On va y revenir, donc, mais voilà, juste sur le fond, ces documents sont publics, tout le monde peut les... Grand-Gambe, j'aimerais bien qu'elle me réponde, est-ce que oui ou non, elle a constaté les audits, elles ont été transmises qui ne respectent pas... Vous les transmettrez, elles ont été transmises, ces audits ont été transmises, elles seront transmises, tous les éléments sont transmis. Bien sûr, comment voulez-vous qu'on a
Nous, on n'a rien à cacher. Visiblement, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être très spontané chez Mme Grand-Gambe de venir débattre avec nous d'informations officielles. Une fois de plus, puisque nous l'avons eu juste avant de passer en plateau ce soir, elle a accepté le fait de venir en plateau une fois qu'elle aurait des éléments et une fois qu'elle aurait tout loisir ensuite de répondre sur les accusations précises qui sont portées. On va résumer brièvement quelques-unes des accusations que vous avez déjà commencé à aborder. Embauche familiale et partisane, train de vie dispendieux, par exemple l'utilisation d'hélicoptères pour se rendre sur une étape du Tour de France. Ça, ce sont des éléments qui sont vérifiés. Il y a une véracité dans les éléments que vous affirmez. Ça ressort concrètement, c'est écrit dans les audits. Vous avez des ordres de mission signés du président, envoyant un élu de la Casquie utiliser des hélicoptères en saut de puce. En plus que déjà un hélicoptère, mais un saut de puce, c'est très coûteux. Bon, je vois pas très bien ce qu'il peut négocier. Mais de toute façon aussi, on a des voyages à Ouagadougou. C'est très bien Ouagadougou, mais quel est le rapport avec le travail de l'intercommunalité? Enfin, sans cesse, il y a des voyages insensés, indescriptibles, qui sont à l'heure où il y a 6,5 millions de gens qui n'ont plus d'emploi dans ce pays, en France, dans toute la France, toute catégorie. C'est insupportable d'avoir des gens qui n'ont aucune culture économique, parce que visiblement se laisser aller à de telles dérives ou à de tels recrutements ou à de tels, quand par exemple il ne finance pas la principale compétence qui est obligatoire, qui est le développement économique, et qu'on met 30 fois plus de moyens sur une autre compétence, parce que leur fascination, c'est la culture, c'est la communication. Il y avait 44 personnes à la communication de la Casquie. Il n'y a pas une entreprise dans les Yvelines qui a un service de communication avec 44 collaborateurs. Et je peux vous dire, il y a des entreprises comme Airbus, comme Thales, qui ont un autre résultat pour la France que l'interco très politisé qu'on avait auparavant. Donc voilà, il y a des choses qui sont inacceptables. Et s'il y a des choses qui se relèvent être illégales, qui relèvent du domaine de la justice, est-ce que vous allez engager des procédures ? Écoutez, moi je fais totalement confiance à la justice. Il y a des éléments effectivement qui sont très préoccupants, d'une certaine gravité, et de toute façon, à partir du moment où on a fait un audit, ou alors il ne fallait pas le faire, on a connaissance de ces informations, de toute façon on doit les transmettre à la justice. Ce n'est pas un problème de choix ou pas. Est-ce que vous allez engager des procédures ? Est-ce que la nouvelle équipe, la nouvelle majorité de la communauté d'agglomération va engager des poursuites sur certains points très précis qui relèvent de l'illégalité ? Écoutez, on a des avocats qui travaillent là-dessus, qui effectivement nous ont donné aussi, à partir du moment où on est en connaissance d'un certain nombre d'informations, on doit les transmettre à la justice. Donc voilà, nous on se contente de cela. Ce sera la justice ensuite de trancher et de faire des poursuites. Mais enfin, je crois que, par exemple, il y a quand même une présomption de favoritisme, qui est quand même assez évidente. Il y a un certain nombre de choses qui sont d'une certaine gravité juridique. Oui. Donc on peut imaginer que prise ça va se régler devant les tribunaux, puisque d'intérêt. l'opposition évoque des documents qui seraient potentiellement faux. Éventuellement, il se réserve aussi le droit de vous attaquer en justice, donc ça se terminera devant les tribunaux. En fait. Je vous rappelle que le PS a dit exactement la même chose suite à l'audit dans l'Essonne. Idem dans l'audit du Val-d'Oise. À chaque fois, ils disent c'est faux, tout est faux. De toute façon, la technique du mensonge est quelque chose qui est dans la culture du Parti socialiste français, pas des autres partis socialistes européens. Vous avez le dernier parti marxiste qui est en France, le dernier pays qui utilise des techniques marxistes avec le PS, c'est en France. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ces gens, pour eux, c'est celui qui ment le plus qui gagne. Et c'est dans les gènes. C'est la justice qui parle fera tout ça. C'est pour ça qu'il faut que la justice, il n'y a que la justice qui peut trancher. Puisque il y a le cas de Promopole. En parlant d'audit, voilà, justement, il y a le cas de Promopole, pépinière d'entreprise qui est financée par l'agglomération et qui a aussi fait l'objet d'un audit. Othman Nasrou, vous aviez donc lancé un audit lors de la prise de vos fonctions en 2014, après le changement de majorité à l'agglomération. Il avait révélé une dette d'à peu près 2,6 millions d'euros. Vous aviez découvert la faillite, si on peut parler ainsi de la pépinière, dès vos prises de fonctions. Oui, alors effectivement, c'était le premier audit qu'a porté la nouvelle majorité, puisque Promopole est une société de droit privé, donc on peut aller plus vite, évidemment, là-dessus. Donc cet audit est arrivé un peu à la rentrée 2014, pour être précis. Et à l'époque, on avait tout mis sur la table, on avait tout dit. D'ailleurs, je me suis étonné que jamais personne n'ait répondu là aussi aux accusations lourdes sur ce dossier. Promopole qui est emblématique des dysfonctionnements de cette agglomération. Et vous voyez, là aujourd'hui, on a une indignation un petit peu de l'ancienne majorité socialiste, mais sur ce dossier-là, je n'ai jamais eu de réponse. Ici aussi, des débats ont été organisés, personne n'est venu rendre des comptes. Promopole, et est-ce que vous savez comment cela a pu être dissimulé? Comment ça se fait que vous aviez découvert ça, justement, seulement à votre prise de fonction?
Écoutez, c'est le propre d'une alternance, effectivement. Vous avez une agglomération qui aussi était caractérisée, une gestion qui était caractérisée par l'opacité. Voilà, donc on découvre, je veux dire, qui savait précisément que le directeur de Promopole touchait près de 8 000 euros par mois, alors que cette structure est dans une situation de quasi-faillite. Qui a pris cette décision? Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, je crois que c'est la précédente majorité. Il est normal qu'elle vienne rendre des comptes aujourd'hui là-dessus. Quand moi j'entends qu'on traite de menteur, etc., là c'est une information qui est factuelle, où je dis la vérité, où je mens. Et si je dis la vérité, il faut que ceux qui en sont responsables s'expliquent. Enfin, quand même, les gens ont le droit de savoir ce qu'on fait de leur argent. Et ce Promopole, c'est vraiment emblématique. Je donne cet exemple-là, je peux en donner d'autres. Le fils du président y a été embauché, oui ou non? Voilà, c'est aussi simple. C'est une question peut-être sur le timing, parce que vous l'avez dit, par exemple, cet audit sur Promopole a été dévoilé. En tout cas, les résultats ont été rendus il y a déjà quelques mois. Là, la conférence de presse que vous avez organisée, c'était en tout début de semaine. Dans quelques semaines, il y a les élections régionales. Vous êtes le porte-parole de Valérie Pécresse, par exemple, dans les Yvelines, pour sa liste. Sandrine Grandgambe, elle, figure sur la liste du côté du Parti socialiste. On est dans le cadre de la campagne électorale, là, ou... Alors c'est Sandrine Grandgambe qui a dit justement que c'était une ficelle pour les élections régionales. Si elle fait un parallélisme entre la gestion de l'agglomération aujourd'hui et la gestion de la région, je lui laisse cette responsabilité-là et le débat il est plein et entier là-dessus. La question portait sur le timing. Pourquoi sur le le timing, pourquoi cette conférence de presse? Soyons clairs sur Promopole. Alors je vais répondre. Nous sommes là depuis un peu plus d'un an. Bon, on a lancé 5 audit, il y a l'élargissement à gérer. Bon, nous, le dernier rapport, on l'a eu le 25 septembre, c'est la partie ressources humaines. Donc, de toute façon, le temps de faire la compilation de tout ça, c'est très lourd. Et donc, voilà, on a commencé à en parler donc, début octobre. Il n'y a rien de machiavélique là-dedans. Puisque vous apportez différentes réponses, je vais vous redonner la parole juste après. On va l'écouter, Sandrine Grandgambe, avec les représentants de la gauche. Ils ont tenu une contre-conférence de presse au lendemain de la vôtre. On est dans une stratégie assez classique où on veut nous entraîner sur un terrain malsain, dans des polémiques assez caniveaux, mais dans une logique de diversion pour éviter les vrais sujets. Les vrais sujets, c'est qui prend aujourd'hui l'ascendant au niveau de cette agglomération entre plusieurs personnalités politiques. C'est-à-dire moi je le dis de manière assez triviale, mais on a aujourd'hui des hommes, en l'occurrence, qui se marquent à la culotte pour savoir qui, derrière, au mois de janvier, va réussir en ayant joué suffisamment des coudes, à s'imposer pour être le futur président de l'agglo. C'est ça l'enjeu qui est derrière. Alors là, on change de problématique. Alors, là, visiblement, pour être tout à fait clair, il y a un jeu entre... d'attaquer, bien sûr, lorsqu'on est pour être tout à en fait clair, difficulté. Ce qui est évoqué, c'est une guerre entre vous et Michel Laugier, pour être transparent, sur qui va prendre la tête de l'agglomération au 1er janvier. J'ai pas de guerre avec Michel Laugier, je travaille avec Michel Laugier. Voilà, c'est dans les réunions, il y a des désaccords comme vous ici sur la rédaction, tel pense que tel sujet, voilà, c'est tout, mais je m'entends bien avec Michel Laugier, je veux dire, il n'y a pas de problème particulier avec Michel Laugier. Mais cela dit, c'est toujours la même technique. Voilà. Non, mais il y a des différences entre eux, mais demain on sera 12, on aura des débats, et s'il n'y a pas de débat, c'est un régime totalitaire. C'est pas un régime totalitaire, on débat librement, démocratiquement, il ne faut pas confondre débat avec... Voilà. Écoutez, je crois que M. Valls a dit encore récemment, il y a 24 heures, que fallait que le PS arrête de se déchirer. Bon, je pense que voilà, Mme Grande devrait peut-être répondre là-dessus, déjà qu'elle voit chez elle comment ça se passe, l'union en ce moment. Est-ce que ça attrape, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, plutôt qu'elle vienne nous embêter là-dessus, nous on n'a pas de problème particulier. Surtout pendant ce temps, elle ne répond pas sur le fond. C'est évidemment une pirouette. On a parlé de faits assez précis, d'une gestion. On ne l'attaque pas personnellement quand elle dit qu'à niveau. Enfin, je veux dire, quand même, vous avez des gens qui dirigent, qui ont géré une structure comme Promopole, qui ont laissé la situation décrite, qui est connue depuis un petit moment quand même. Quand on me dit 2 mois des régionales, enfin moi je suis venu sur ce plateau. Mais la question de Promopole, oui, mais c'était sur les. Je n'ai jamais eu de réponse. Il y a des actions judiciaires aussi qui sont engagées. Oui, et on ira au bout. Et on ira au bout. Imagine bien. Sur ce dossier-là comme sur le reste. Mais j'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre, elle s'explique. Est-ce qu'elle était au courant? Est-ce que c'est normal que voilà, cette structure-là, elle est financée par de l'argent public? En parlant de gestion, Atman Nasrou, l'agence notation Standard & Poor's, dans son rapport du 12 juillet 2015, attribue un A+, en note à long terme, un A- en note à court terme, et dit que les perspectives sont stables concernant donc l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et ne révèlent pas de défaut dans l'historique. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a justement un décalage entre ce rapport de Standard & Poor's et ce que vous apprenez? Il ne révèle pas de défaut dans l'historique. Ce que dit surtout cette agence, c'est que simplement, il y a une nouvelle équipe qui vient plus du monde économique que l'ancienne. Je vous rappelle que l'ancien directeur du développement économique était professeur des écoles, je crois, c'est ça.
Bon. Est-ce que c'est normal, justement Qu'est-ce que ça a à voir avec le développement économique du secteur marchand? Sur cette remarque donc voilà, eux, cette agence a été très rassurée. C'est pour ça qu'ils font cette observation. On a eu un écho là-dessus. Donc voilà, ils sont rassurés de voir qu'il y a une nouvelle équipe qui s'engage dans le désendettement. C'était par exemple, ça, Standard & Poor's, par exemple, avait déjà classé à plus l'agglomération avec l'ancienne équipe. Oui, mais avec l'ancienne équipe, les notes d'évaluation Standard & Poor's et autres étaient plutôt bonnes concernant l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, mais elles étaient plutôt bonnes parce qu'ils évaluent des éléments qui sont leurs critères, mais ils n'évaluent pas l'ensemble des procédures, l'ensemble du personnel, l'ensemble des missions, publique, ça peut paraître surprenant, la régularité des recrutements, le changement de compétences. Ils ne sont pas des spécialistes des intercos. C'est-à-dire que non, ils regardent un certain nombre de facteurs économiques, mais qui ne sont pas les audits. Nous, on a lancé 5 audits sur l'ensemble des domaines pour gérer durablement une structure comme ça. Enfin, 400 millions de dettes, sans parler des intérêts de la dette. On est quand même une des intercos les plus endettées. Il n'y a pas de quoi. Vous voyez, j'aimerais bien que Mme Grandhomme, est-ce qu'elle conteste ce tableau? Il a déjà été rendu public. Voilà. Comment se fait-il? On a les chiffres, ne vous inquiétez pas, elle va les avoir très vite. Comment ça se fait qu'il y a 2 tiers des investissements qui allaient sur les communes de gauche? Par exemple, sur ce type de document, la réponse qu'elle vous ferait, vous allez peut-être pouvoir y répondre là rapidement parce qu'on va être pris par le temps, mais c'est sur quelle période? Elle dit ça manque de précision. Lorsqu'elle voit ces documents-là, par exemple... Ça, c'est simplement la somme des investissements qui sont encore à rembourser. Si vous regardez tous les investissements qui sont encore à rembourser, vous les avez pour les 7 communes. Vous avez simplement à prendre les 3 communes de droite et les 4 communes de gauche. Ils ont à peu près le même nombre d'habitants. Et vous comparez. Et la somme, c'est 2 tiers, 1 tiers. Dans les équipements communaux. Voilà. Oui, parce qu'ils vous ont fait du brouillard, parce que ça, ils sont très forts là-dessus. Ils vous disent, oh attention, vous avez vu Montigny a plein de... ils ont mis la gare de Montigny, vous savez, pour essayer de truquer le truc comme d'habitude. Enfin, ils adorent tricher. C'est culturel, la triche. Eh bien, on espère qu'il y aura l'occasion de faire un débat, justement, en plateau. Vous aura tous en plateau. La gare de Saint-Quentin est un équipement intercommunal, c'est pas un équipement communal. Donc je vous parle des équipements communaux. Les équipements communaux, voilà. Le choix, c'est quand on a 30 € dans une commune de droite, un habitant, dans une commune de gauche, vous avez 70 €. C'est totalement injuste et Mme Grandhomme, elle va m'expliquer effectivement si elle trouve ça normal. Nous espérons que Mme Grandhomme viendra sur ce plateau et que nous pourrons organiser également. On verra les procédures judiciaires parce qu'on l'a bien compris, d'un côté comme de l'autre, il devrait y en avoir en tout cas. Merci à vous, messieurs. Merci Wilfried. Et en politique, toujours, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et tête de liste Front de gauche aux prochaines régionales en Ile-de-France, était à l'université de Versailles-Saint-Quentin sur le site de Guyancourt. Il est venu ce midi afin d'échanger autour de la situation des universités et de s'interroger sur les solutions à adopter face aux restrictions budgétaires. Une manière d'attaquer frontalement Valérie Pécresse, candidate Les Républicains dans la région et surtout à l'origine de la loi d'autonomie des universités lors de son passage au gouvernement. Le monde de l'université aujourd'hui frappé doublement, à la fois par les politiques d'austérité qui frappent l'ensemble des politiques publiques, et en même temps, elle subit les conséquences directes de la loi mise en place par Pécresse, qui avait prétendu qu'en accordant l'autonomie de financement et de gestion de l'université, une voie royale allait s'ouvrir vers des moyens nouveaux pour l'université. Et aujourd'hui, on sait que ça aboutit à la mise en difficulté très profonde de toute une série d'universités en Ile-de-France et ailleurs. Et on assiste à des regroupements universitaires qui posent beaucoup de problèmes du point de vue de la qualité de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants, de la vision aussi qu'on a des contenus d'enseignement. Et Pierre Laurent également, sénateur, s'est ensuite rendu au Palais du Luxembourg dans l'après-midi pour interpeller Manuel Valls sur la situation des salariés d'Air France. Enfin, sachez que l'entretien complet avec Pierre Laurent sera à retrouver dans quelques jours sur notre antenne pour le 7-8 politique. Combien de cinémas vont voir le jour dans notre région? La question devrait être tranchée dans les prochaines semaines. Pour le moment, le projet de complexe de 8 salles au village des loisirs de Maurepas est bien engagé. Celui du multiplex de Coignères a été retoqué en commission nationale d'aménagement commercial à 6 voix contre 1, alors que du côté du Chesnay ou encore de Versailles, de nombreux projets de multiplex et de rénovation de salles sont en discussion. Le point avec Fanny Bourdillon. Entre Maurepas et Coignères, la guerre des cinémas est déclarée. Chaque ville a son projet de multiplex, mais seulement l'un des deux pourra voir le jour. La question semble avoir été tranchée mercredi dernier en faveur de Maurepas lors de la Commission nationale d'aménagement commercial. Moi, je suis venu évidemment défendre le projet du cinéma de Maurepas, qui a un intérêt tout particulier,
puisqu'il se situe dans une zone d'activité qui s'appelle le village des loisirs et qui a besoin justement d'un nouveau souffle, d'un nouveau dynamisme au travers de ce cinéma, alors que celui qui est situé sur la ville de Coignères, finalement, n'est pas un enjeu de territoire, puisque si le cinéma ne se fait pas, et il ne se fera pas, cela ne met pas en danger finalement la zone d'activité de Coignères. 8 salles, 1700 fauteuils et une quinzaine d'emplois sont en jeu. Les travaux pourraient débuter dès le premier semestre 2016, ce qui rendrait incompatible le projet de multiplex de Coignères. Effectivement, il est difficile de faire coexister deux cinémas, ce qui ferait un total de 3000 places environ, et 18 salles, ça me paraît effectivement, les deux complexes sont à 800 mètres ou 1 kilomètre de distance, et donc à très grande proximité, la zone d'achalandise est la même. Dans le reste de la région, les projets de cinéma ne manquent pas. Au Chesnay, rappelez-vous, le cinéma de 5 salles sur le parking de Parly 2 a fermé ses portes en juin 2014. Depuis, le groupe UGC voudrait restaurer ce cinéma pour un multiplex de 9 salles, ce qui n'est pas du goût du maire de Versailles qui a lui aussi un projet de multiplex du groupe CGR non loin de Parly 2. On a prévu qu'il y ait un multiplex de 9 salles seulement qui soit au cœur de la ville, c'est-à-dire entre l'avenue de Saint-Cloud et l'avenue de Paris. Vraiment le lieu idéal parce qu'il permet de faire la jonction entre les quartiers. Normalement, la commission départementale a donné son accord. Il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Avec Coignères, Maurepas, Le Chesnay et Versailles, pas moins de 4 projets de multiplex sont en cours dans la région. De quoi inquiéter les petits cinémas de quartier. À l'image du Ciné-7 d'Elancourt, classé art et essai, et composé de 3 salles. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions car elle a actuellement déposé 2 recours contre les projets de multiplex de ses villes voisines. Le cinéma craint une forte baisse de sa fréquentation. Aujourd'hui, le jeudi 15 octobre, se déroule le Coworking Party en France dans 90 espaces qui propose des bureaux à partager, une journée porte ouverte pour les entrepreneurs et les curieux qui souhaitent découvrir les vertus de ce concept né aux États-Unis. Sephora Namani et Camille Lambert se sont rendus dans une entreprise de coworking à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour 1 heure, une semaine, leur bureau c'est ici, dans cette société de coworking à Guyancourt. Ils travaillent à leur compte, en freelance, mais pratiquer son activité professionnelle de chez soi a parfois des inconvénients. Alors ils ont opté pour ce concept de bureau à partager. Explication. Coworking est une culture du travail, la culture du partage mais sur le terrain. Donc on n'est pas dans les idées, on n'est pas dans la théorie, on est dans l'action. Entrepreneurs, start-up, professions libérales et télétravailleurs sont les premières cibles du coworking. Un moyen pour eux de rompre l'isolement, de développer un réseau ou de mutualiser des moyens techniques et humains. C'est un lieu qui m'a permis de rencontrer toutes les personnes avec des compétences complémentaires les unes des autres pour pouvoir m'aider dans ce projet, dans cette construction. Chaque jeudi, tous les 15 jours, on fait une réunion de chefs d'entrepreneurs ici. Et donc déjà, à travers ça, ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes, enfin plusieurs professions. Le coworking, c'est un peu les avantages du travail en entreprise avec la liberté d'être à son compte. Un concept qui commence à peine à se développer en France. En 2014, environ 10 000 personnes s'étaient déjà essayées au coworking. Et comme chaque jeudi, il est temps de retrouver la chronique sport avec notre journaliste sportif Mickaël Elmideroux. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Alors les vacances scolaires débutent demain pour de nombreux parents. Ces 2 semaines sont souvent un casse-tête. On ne sait pas comment occuper ses enfants. Moi, je vais vous proposer des idées de sorties sportives à faire en famille. Tout d'abord, il y aura un match très important ce dimanche à 15h entre Trappes et Villepinte en football au stade Gilbert-Champsac. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Samba Sissoko, le jeune attaquant trappiste. Bonsoir Samba. Bonsoir. Alors, ce match contre Villepinte, est-ce que c'est un match très important pour la suite du championnat ? Je pense que c'est un match très important pour la suite du championnat. Tout d'abord, déjà, on est sur 3 matchs victoires. On est sur une bonne dynamique. Ensuite, c'est un match décisif, à la fois parce que les 2 autres équipes ils s'affrontent la semaine prochaine. Et voilà. Vous le disiez, vous êtes sur 3 victoires en 3 matchs. Qu'est-ce qui fait la force de Trappes cette année comparé aux années précédentes? C'est le travail. Cette année, on a repris tous ensemble. On avait un bon groupe. Il y avait pratiquement tout le monde à l'entraînement. Voilà.
Et il y a une bonne ambiance aussi dans l'équipe? Très bonne ambiance dans l'équipe, tout le monde s'entend bien. Je pense que c'est ça qui fait notre force. Je pense que ça va nous amener loin dans l'année. Et voilà. Et le coach Mochtiana aussi, est-ce que c'est l'homme de la situation finalement pour la montée cette année? Oui, c'est l'homme de la situation, bien sûr. C'est lui qui fait les choix, il met ses équipes en place. Même les remplaçants qui ne jouent pas sur le terrain, quand ils rentrent, ils s'arrêtent de faire le boulot. Voilà. Vous-même, vous êtes en très grande forme en ce début de saison. Vous avez marqué à tous les matchs, si je ne me trompe pas. Ouais, tous les matchs. Tous les matchs. Qu'est-ce qui explique votre forme actuelle? C'est le travail. Le travail. Même à la maison, je travaille. En entraînement, je me donne à fond. Des fois, on fait des heures supplémentaires en entraînement. Voilà. Et vous jouez ce week-end à domicile au stade Gilbert Chansac. Est-ce que vous voulez faire de ce stade une forteresse imprenable? Déjà, on a un bon public. Je pense que c'est ça qui nous porte vers l'avant. Une forteresse, si on peut, oui. Voilà. Et vous visez clairement la montée cette année? La montée, bah oui. Rien d'autre? La montée. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en coupe, mais la priorité, c'est la montée. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour le match de ce dimanche. Donc je le rappelle, le match est programmé ce dimanche à 15h au stade Gilbert Chansac. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ambiance en Coupe de France. Le match contre Vasse, on s'en rappelle. Et toujours en football, Mickaël Morpa jouera ce week-end en championnat après sa belle parenthèse, elle aussi en Coupe de France. Leur parcours a fait vibrer le département. Florane, Morpa a malheureusement perdu contre Boulogne-Billancourt, 4-1 au 5e tour dans une ambiance sulfureuse. Vous en souvenez certainement, Florane. Après cette belle épopée, retour au quotidien du championnat. Les Morpasiens affronteront à domicile au stade du Bout des Clos l'équipe Valais 78, une équipe engluée dans les profondeurs du championnat Excellence. À mon avis, le COP de Morpa sera bien présent pour ce rendez-vous. Il devrait donc y avoir de l'ambiance ce dimanche à 15h au stade du Bout des Clos. Peut-être même que la semaine dernière, il y a un match aussi très important en basket à Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end. En basket, Trappes recevra Bon Conseil ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet en National 3. La rencontre est déjà très importante dans le calendrier des trappistes, en difficulté en championnat avec 3 défaites en 3 matchs disputés. Trappes doit l'emporter contre une équipe en difficulté qui n'a toujours pas remporté le moindre match. Ce sera donc le match de la peur. Les joueurs trappistes comptent sur le soutien du public pour remporter leur première victoire de la saison. Voilà Florane, vous connaissez tous les rendez-vous sportifs du week-end dans le département. Merci Mickaël. Eh bien, c'est la fin de cette édition, mais je crois qu'on reste avec vous tout de suite. C'est ça, dans quelques minutes. Et oui, c'est la première édition de votre talk show. Si on parlait sport, je vous conseille de ne pas le rater. Vraiment, il y a beaucoup de choses. À 19h30, on parle de foot. De MMA, on parlera également du PSG qui risque d'aller à Thiviers-Val-Grignon. Il y en a, je pense, pour tous les goûts. Il y aura tous les sports qui seront abordés dans cette émission. Alors, vous l'avez entendu, la première édition du talk show, si on parlait sport, c'est aujourd'hui. Ne ratez pas la première de Mickaël Elmidoro. Demain, comme chaque semaine, vous retrouvez Wilfried Ritchie pour le 7-8, le journal. Moi, je vous retrouve lundi à 18h. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end sur Téléfil 78.